Je vais vous demander d'accueillir Jérémy Abric pour cette deuxième partie. Et voilà, je lui laisse la parole et je le remercie à nouveau. Bonjour. Moi, je voulais commencer à vous parler d'un phénomène qui nous touche tous, ou pas mal d'entre nous, au quotidien, sans forcément qu'on se rende compte, qui fait que notre cœur s'accélère, qui nous met dans un état de stress assez insidieux, qui déverse dans notre sang des sucres et qui coupe un peu notre respiration. Quelque chose en fait qui nous ramène à nos instincts un peu animaux et qui nous prépare à réagir à un danger, c'est-à-dire à se battre ou à fuir. Alors ce phénomène qui est quotidien, ce n'est pas l'appel de votre belle-mère, c'est pas forcément quotidien. Ce n'est pas non plus la feuille de vos impôts, c'est encore plus quotidien que ça. Ce phénomène-là, c'est la réception d'un email. Alors on ne s'en rend pas forcément compte, c'est Linda Stone qui est une blogueuse et qui travaille chez Apple qui a sorti ça il y a quelques années parce qu'elle faisait des cours de respiration et elle s'est rendue compte qu'en fait, quand elle était devant son ordinateur et qu'elle recevait des emails, sa respiration se bloquait. Et en fait, c'est assez intéressant, elle disait que physiologiquement, biologiquement, en fait, la réaction du corps était celle de réagir ou de se préparer à réagir à quelque chose qui est inconnu et dans lequel il va falloir qu'on fasse une action de protection de soi-même. Donc de fuite ou d'attaque. Pourquoi ? Parce qu'en fait, des mails, on ne sait pas exactement ce qu'il va y avoir dedans, on sait pas exactement. Enfin, on attend souvent de nous par email une réaction rapide, donc un temps de réflexion qui est assez court, et qui nous force à être dans cette ultra-réactivité. Pourquoi est-ce qu'on est là-dedans ? C'est que derrière, on est dans une logique de present distracted, donc un présent où on a des diversions, des distractions qui sont régulièrement apportées pendant que je vous parle. Depuis que je vous parle, peut-être que vous avez reçu 3 SMS, 2 emails, vous êtes peut-être en train de tweeter ou de prendre une photo et d'essayer de voir comment vous pouvez la faire au mieux, tout ça en étant sûr que vous êtes en train de m'écouter de manière la plus attentive possible. Donc on est soumis à tout un tas de stimulus extérieurs, encore plus forts par le digital. Ces stimulus sont même tellement forts qu'en fait aujourd'hui on va même apprécier certains moments par le biais de ce prisme qui est notre téléphone ou qui sont les médias sociaux. Et ce qui fait que je vais apprécier d'être à une soirée, d'être avec des amis. Pour l'apprécier, en fait, je vais avoir besoin de le mettre sur Facebook, de le partager par email à des amis. Et c'est plus en fait par ce biais-là que parfois je vais vivre et expérimenter une situation. Et si hier j'étais à une soirée et qu'on me demande alors ta soirée, elle s'est bien passée. Alors, certains vont plus aller regarder le nombre de likes qu'il y a eu sur la photo de la soirée pour te dire oui, c'était une bonne soirée, non, c'était pas une bonne soirée, en fonction de la réactivité, de la réaction que j'ai eue sur ce que j'ai posté de ma soirée. Donc il y a cette décalage et cette prise de distance entre ce que je vis et la manière dont je le ressens à travers en fait ce prisme du digital. Ce qui est intéressant, c'est que même on a une mise à distanciation de l'instant. Et parfois, je ne suis même plus du tout dans l'instant. Il y a une vidéo, je ne vous l'ai pas mis, I forgot my phone. C'est l'histoire de la jeune fille là, qui est en jaune, la deuxième, qu'on voit tout au cours de sa journée. Elle se lève le matin, son petit ami est en train de regarder son iPhone pour voir ce qui se passe. La journée se termine sur un gâteau d'anniversaire où tout le monde est en train de filmer et il n'y en a pas un seul qui est dans l'instant. Quand elle est dans un bar, elle parle toute seule, les autres sont en train de consulter leur téléphone. C'est une vidéo totalement insipide, les acteurs sont assez basiques, l'histoire est inexistante, 32 millions de vues. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose derrière, c'est que ça fait appel à un ressenti commun, à un imaginaire ou à quelque chose qui nous dérange. Et qui fait écho en fait à ce fait qu'on n'est plus forcément à 100% dans le monde parfois. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même
pour ces personnes-là qui essayent d'être encore dans une certaine déconnexion ou dans une non ultra connexion, des mots qui existent. Ça, c'est du japonais, Kidoku Suru. C'est sur la plateforme Line, je ne sais pas si vous la connaissez. Et c'est ce mot qui désigne, puisque sur Line, en fait, donc c'est une plateforme de chat pour simplifier, où je peux voir si la personne en face a lu ou pas le message que vient de lui envoyer. Et ce terme japonais signifie lu et ignoré. Donc on sait que la personne en face a reçu, mais n'a pas daigné répondre, n'a pas voulu répondre. Et c'est un mot qui est fort et qui est, surtout au Japon, où il y a des problématiques de politesse, où on attend que l'autre réponde, etc. Montre bien qu'on attend une connexion, une réponse systématique, et quand ce n'est pas le cas, ça laisse derrière un certain désarroi. Tout ça, en fait, ça peut être incarné par le FOMO, la fear of missing out. Ce fait qu'on a peur de passer à côté de quelque chose, on a une volonté d'être connecté, d'être au courant de tout, et tout ce qu'on a raté, tout ce qu'on n'a pas pu voir, c'est une frustration. Alors c'est un peu embêtant, fear of missing out, on a quand même le mot fear, la peur, et franchement, qui d'entre nous a envie d'expérimenter ça au quotidien, d'être dans une logique où la technologie amène une dimension de crainte, de peur, de frustration. Alors je vous ai mis quelques chiffres pour illustrer ça, puis les chiffres c'est bien, ça se tweet facilement et ça fait toujours joli sur des slides. 74% c'est le nombre d'internautes qui se connectent tous les jours, donc ça c'est ceux qui ont une connexion à domicile. Et parmi ces internautes, on a 41% qui affirment avoir du mal à se passer l'internet plus de 3 jours. On en a 62% qui déclarent volontairement avoir une envie de se déconnecter. Donc c'est quelque chose qui est assez fort, on a ce sentiment de dépendance et une volonté de s'en détacher, de prendre une certaine recul. D'où cette logique, ce questionnement sur le digital detox. Est-ce que c'est une nouvelle manière, une nouvelle nécessité en fait pour être bien, quelque part pour être heureux, pour être plus serein. Alors Michael devait apporter la partie un peu consommateur, je vous en mets quelques illustrations là-dessus. Comment est-ce que ça peut se traduire? Parce que ce digital detox, maintenant on va avoir des outils, on a certains hôtels ou spas qui nous sortent la digital detox box. On vous confisque votre téléphone quand vous arrivez en bas de l'hôtel ou des choses comme ça. On a des outils qui existent maintenant pour nous bloquer l'accès à Internet. Donc on lance l'outil, on dit voilà, pendant 2 heures je peux être connecté, il coupe tout et on est obligé d'attendre 2 heures pour pouvoir revoir ses mails. On a même des fonds d'écran parfois qui expliquent un peu, qui nous incitent à prendre 2 minutes de pause, juste contemplative, à rien faire de spécial. Alors moi je viens du monde de l'agence, donc je me pose la question pour les marques, comment est-ce que les marques peuvent réagir par rapport à ça, qu'est-ce qu'elles peuvent en faire de cette tendance. Je vous ai mis un petit, ce que j'appelais un proverbe de brasseur de bière. C'est pas vrai, mais vous allez comprendre après pourquoi. Je l'ai mis en anglais, je trouvais que ça faisait pas mal. En gros, c'est se dire que voilà, quel que soit ce qui est en train de vibrer dans ta poche, c'est moins important que l'eye contact, la personne avec qui tu es en ce moment. Et je vous dis que c'est un proverbe de brasseur parce qu'en fait, j'ai regardé un petit peu des exemples pour vous montrer ce que ça peut donner, et ça inspire beaucoup des marques de bière, cette logique de recréer du lien au final et de faire casser cette barrière, cet isolement du digital. Alors quelques petits exemples. Amstel, là on est sur du pur événementiel. Comment est-ce qu'ils font vivre cette digital detox, cette déconnexion? On se met devant une grande boîte, on doit rester immobile pendant 3 minutes, il y a une cloche qui sonne dès qu'on bouge. Et si on est resté sage et déconnecté, on a une bière qu'on peut gagner. Bon, là on est vraiment gadget. Ils ont fait une autre opération dans un autre pays où quand je rentre dans le bar, j'ai mon petit casier, je dois laisser mon téléphone. Il est mis sous clé par une hôtesse, qui me donne aussi un petit coupon et qui me permet d'avoir une bière supplémentaire gratuite quand je vais au bar. Donc là aussi, l'incitation à laisser son téléphone de côté. Une OP qui est assez rigolote, Salve Jorge. Bar, c'est un verre qui est instable, si vous voyez en haut à gauche. Il a la moitié du pied en fait qui est un peu amputé. Et il faut le poser sur son téléphone. Et si on n'a pas, comme ça, on est sûr que le téléphone, on ne peut pas y accéder, sinon le verre se casse la gueule. Qui était une belle opération. Je pense qu'ils auraient dû faire peut-être du co-branding avec une entreprise de lingettes nettoyantes, parce que je ne sais pas quel est l'état du téléphone après.
Une autre OP rigolote, Nordtebir, où là c'est le photobloqueur. C'est-à-dire que vous passez un bon moment avec des potes, et il y a toujours un qui est là et qui vous prend en photo, qui vous tag sur Facebook, vous n'avez pas forcément envie que ce soit le cas. Photobloqueur, il vous propose en fait un petit rafraîchisseur à bière en fait, qui détecte quand une photo est prise et envoie un flash. Donc en haut vous avez sans photobloqueur et en bas vous avez avec photobloqueur. Comme ça, en l'occurrence, votre petit ami ne peut pas savoir que vous étiez en compagnie. Voilà, donc ça c'était plusieurs exemples de bières. Je vous en ai mis quelques autres pour vous montrer un peu ce que ça peut donner. KitKat qui crée une no Wi-Fi zone. Donc c'est voilà, prenez vraiment, enfin eux, ils sont dans la logique de la pause KitKat, donc ils sont en plein dans leur terrain de jeu. Une zone, pas de Wi-Fi, pas de connexion, où vous êtes un peu hors du monde et vous pouvez en profiter. Diesel a fait une OP qui était super rigolote, les pré-internet shoes. L'argument de vente, c'était on revient sur des chaussures avant Internet. Avec que des arguments, je vous en ai mis quelques-uns ici, mais c'est la première chaussure qui ne va pas dire à tes amis combien de calories tu as dépensé. Elle ne va pas tweeter ce que tu viens de dire, elle va se connecter à toi et pas à Internet. Il nous lançait un défi en fait sur le site, on pouvait se connecter sur Facebook, Twitter, enfin faire un Facebook et un Twitter Connect, et s'engager à ne pas tweeter ou ne pas Facebooker pendant 3 jours. Et dès qu'on cédait à la tentation, on avait un mail qui nous rappelait à l'ordre et était envoyé aussi à nos amis en disant qu'on n'avait pas réussi à le faire. Donc une OP assez rigolote. Selfridge aussi, donc là on est sur un magasin, sur un dispositif no noise où l'idée c'était vraiment de se dire la déconnexion on va la pousser un peu jusqu'au bout et même les marques en tant que telles on va les effacer. Donc c'était un espace qui était hyper cocoon. Il fallait qu'on se déchausse, il y avait de la moquette au sol, une toute petite musique douce et donc très peu de branding sur les produits. Enfin, vous voyez, ANC et autres avaient enlevé complètement tous les éléments un peu identitaires, à l'exception des formes ou des couleurs. Mais ce qu'on voit en fait ici, c'est que c'est essentiellement au final des éléments de communication, des pures opérations de communication, qui ne sont pas forcément très puissantes parce que assez superficielles au final. Il n'y a rien de changement, il n'y a pas une tendance de fond par les marques autour de cette logique de la déconnexion, du digital detox. Alors pourquoi ? Parce que c'est un signal qui reste encore faible. On n'a pas des désertements massifs de Facebook où les gens continuent de regarder leurs mails. Donc c'est pas quelque chose qui est non plus dans une ligne alarmante. Par contre, c'est un signal faible et c'est ça qui est intéressant parce que la question se pose en fait de ok, si on fait rien, qu'est-ce qui se passe demain ? Est-ce que ce signal-là, il va continuer de grandir, il va prendre de l'ampleur et devenir peut-être demain préoccupant, en tout cas dans une logique de marque qui veulent toucher leurs consommateurs. Et quand on se pose cette question-là, en fait, c'est demain quel est le rôle d'une marque, comment est-ce qu'on communique, qu'est-ce qu'on doit être en tant que marque si on veut éviter d'être déconnecté de ces consommateurs. Parce que la connexion, oui, il y a le média. Mais derrière, c'est la relation au sens large qui peut être mise en cause. Petit exemple, la newsletter. Est-ce que, si on se dit, tiens, comment est-ce qu'on devait, si on est une marque aujourd'hui, comment est-ce qu'on doit repenser au final notre stratégie dans si on se dit, tiens, la déconnexion, ça peut être un moment intéressant pour se reposer des questions. Par rapport à ce que je vous ai dit, à ce stress que 80% des personnes ont quand ils vont consulter un mail, est-ce que quand on envoie une newsletter, on aura envie en fait indirectement de stresser nos prospects ou nos clients ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens à mettre en œuvre pour rester au contact ? Alors je ne suis pas en train de vous dire de jeter votre newsletter du jour au lendemain, mais peut-être de trouver des moyens un petit peu alternatifs, d'autres manières d'être visible, d'aller au contact. Moi, j'ai pas souvenir de la part de Red Bull, par exemple, d'être targeté plusieurs fois quand je suis allé sur leur site et qu'on me vend des canettes pendant 15 jours après sur tous les sites où je vais. Donc, ils ont trouvé d'autres manières d'amener ce lien avec les consommateurs. Alors, vous me direz, c'est facile, c'est Red Bull. Mais Red Bull, au début, ils n'ont pas fait ça. Donc, c'était eux aussi qui ont innové là-dessus. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est se poser la question de comment est-ce qu'on peut travailler d'autres manières de créer ce lien-là. Et cette logique, en fait, voilà, c'est se dire, est-ce que la déconnexion, qui est un point de vue du consommateur, qui est un point de vue de l'internaute, on ne peut pas, nous, la voir en tant que marque comme une alter-connexion. Se dire, voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir amener une différenciation, repenser notre manière d'être avec nos clients, avec nos prospects, et travailler différemment.
qu'est-ce qu'on peut leur apporter? Alors je vous ai mis 4 petites pistes. L'idée, c'est pas de vous donner les clés là-dessus, c'est des choses qui sont à inventer, qui sont à voir au cas par cas en fonction de vos différentes problématiques. Mais c'est des questions un peu qu'on se pose. C'est est-ce que voilà, il n'y a pas une manière de relâcher la pression? Moi, je suis halluciné, on parle de pression commerciale. Est-ce que nos prospects vont supporter la pression des newsletters qu'on leur envoie, etc. Avec nos amis, on ne dirait pas ça. Si demain on dit tiens, chérie, qui on invite demain? Est-ce qu'on invite les Durand à manger? Ah non, on les a eu il y a 2 semaines, on va pas leur mettre la pression. Enfin, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de plaisir. On parle de pression, on parle de pression par rapport à des gens qu'on veut essayer de toucher. Donc on est sur un élément négatif, un élément qui est clairement sur une... voilà, qui ne donne pas envie. Donc c'est quelque chose qu'il faut essayer de travailler. Redevenez simple, il y a des moments où de plus en plus, par une logique de différenciation, par une logique, la technologie qui est là et qui nous donne envie de faire des choses, on va être tenté parfois de faire des sites qui sont extrêmement compliqués, extrêmement complexes. Et il y a des moments où on a juste envie d'avoir une information en tant que consommateur et on n'a pas forcément envie d'avoir un site à scroller pendant 500 heures avec 3 vidéos à voir pour juste avoir une information sur le produit. Donc c'est aussi repenser certains moments, une certaine simplicité dans la relation qu'on peut avoir avec les consommateurs. Rebooster l'utilité, tu parlais de l'utilité dans tes tendances, je pense que c'est quelque chose qui est fondamental. Quand on va être dans ce contact-là, quand on est dans cette relation, comment est-ce qu'on peut apporter quelque chose qui soit utile, qui soit intéressant pour le consommateur dans son quotidien? Et c'est peut-être plus intéressant d'être sur la page d'accueil, l'écran d'accueil de mon téléphone que d'être dans un programme relationnel un peu plus classique. Et le 4e point, c'est d'être plaisant, c'est cette logique de plaisir, c'est de trouver d'autres manières de toucher son consommateur par ce plaisir, par une relation qui me donne envie. Où ce soit vraiment moi qui vienne au contact de ma marque et pas forcément, presque pas forcément l'inverse. En conclusion, au final, de ce que cette digital detox peut me permettre en tant que marque de remettre en cause, c'est pourquoi est-ce qu'on ne célébrerait pas le JOMO, le Joy of Missing Out? C'est pas grave si j'ai pas tout vu, parfois c'est bien que je fasse des coupures, parfois c'est bien que je sois pas au courant de tout. Et c'est ça qui est chouette, d'être plus ancré dans le présent, d'être ancré dans ce qu'on fait. C'est privilégier le Kairos au Chronos. Le Kairos, c'est le temps opportun. C'est le moment, c'est le bon moment. Le chronos, c'est le temps imposé. C'est OK, on est tel jour, telle date, il faut que j'envoie un mail, etc. Et cette dimension, cette prise de recul par rapport à ce kairos, à ce moment opportun, peut être intéressante à travailler. Bref, en gros, la déconnexion pour les marques, c'est vraiment la possibilité de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut inventer? Comment est-ce qu'on peut rechallenger cette relation qu'on a avec nos consommateurs pour éviter que justement ils se déconnectent et de manière préventive, améliorer la qualité de la relation qu'on a eux pour qu'elle devienne plaisante. Merci. Merci Jérémy. On va profiter de quelques minutes si certains d'entre vous ont quelques questions à lui poser. Pour les plus timides, il y a également le hashtag Labcom que vous pouvez utiliser pour directement soit faire part de vos suggestions, de commentaires ou de questions. Est-ce que des personnes se jettent à l'eau? Oui, Bruno. Merci Bruno, je suis journaliste. Je voulais demander au premier orateur quels sont les nouveaux métiers qu'il entrevoit ou les métiers qui vont monter en puissance, je ne dirais pas dans l'organigramme parce qu'on en parle de moins en moins, mais je le maintiens quand même. Alors, super question parce que l'organisation est structurante et je pense à dire, bon, un, il y a le flattening de l'hiérarchie, 2, sur le COMEX, je veux redonner de la puissance non seulement aux ressources humaines, mais le système d'information. C'est le 2e point. Et le 3e, c'est le service à la clientèle. Donc, je voudrais redonner de l'importance au service à la clientèle, arrêtant de le outsourcer, ramener ça à l'intérieur, parce qu'il y a 4 points de l'entreprise qui est en première ligne avec la clientèle, et un, c'est le customer service. En termes de... Je pense que c'est une question de compétences. Un, c'est le coding, très clairement, la capacité d'avoir des gens qui sont bons dans la vidéo, qui ont un œil créatif. Il faut remettre de la valeur dans la créativité. Voilà, comme ça je réponds.
Et du côté du métier de community manager, c'est quoi les compétences que vous sentez nécessaires pour être justement sur la courbe des changements? Ouais, alors ma réponse à ça, c'est que arrêtons de l'outsourcer. Je ne suis pas pour le donner aux agences de le faire, il faut l'avoir en interne. Et ce n'est pas simplement le dernier stagiaire qui doit l'avoir. Je pense qu'il faut vraiment avoir des gens qui montent en puissance, qui sont capables d'argumenter pourquoi il faut avoir plus de ressources vis-à-vis des gros patrons. Et c'est plutôt des gens seniors qui ont ces capacités de faire du storytelling, qui a quelque chose dans la durée, lié à la marque, qui sont capables d'argumenter sur le retour sur investissement, de passer son temps, raconter ses histoires sur les médias sociaux. Ça, c'est mon point de vue. Merci Minter.